Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, si nombreux, ce matin, d'être venus à ce nouveau débat du Presse Club. Avant toute chose, je voudrais justement remercier le Presse Club pour son invitation, pour nous accueillir comme chaque année pour décrypter cette étude réalisée par Cision, State of the Media. Et merci à nos invités journalistes qui vont passer aux grilles et qui vont nous donner leur réaction par rapport aux chiffres de cette étude. Mais avant de commencer, je voudrais simplement vous donner quelques éléments de contexte. Déjà, qui est Cision? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Cision, on est partenaire des communicants depuis 150 ans. Voilà, on est né au 19e siècle et on fournit des solutions pour vous permettre d'être plus visible dans les médias, de rentrer en relation avec les médias, les journalistes, les nouveaux influenceurs maintenant, mais ce n'était pas le cas il y a 150 ans, et de faire de la veille média. Et chaque année, depuis maintenant 15 ans, on lance une étude State of the Media auprès d'environ 3000 journalistes dans 19 pays pour comprendre leurs attentes, leurs défis, l'évolution de leurs pratiques, ce qu'ils attendent de nous, communicants, comment on peut se rapprocher justement d'eux pour tout simplement leur être le plus utile possible. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui en passant par l'usage des nouvelles technologies et comment, si eux font évoluer leurs pratiques, et par effet miroir, on va nécessairement faire évoluer les nôtres. Voilà. Donc, je voudrais vous présenter nos invités qu'on est très heureux d'accueillir. Je vais commencer par vous, Florence Duprat, bonjour. Donc, Florence, vous êtes journaliste à Bismart et chez Acteurs Public TV. Sur Demain TV aussi, puisque j'ai créé une émission sur... Et sur Demain TV, puisque j'ai créé une émission sur les métiers de demain. Parfait, voilà. Je pense que ça va être... Qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Voilà. En tout cas, vous êtes aussi passé par la case BFM, France 2, bref, vous êtes résolument une journaliste TV. Ah oui, oui. J'avais commencé dans la presse écrite aux Parisiens, mais j'ai rapidement bifurqué vers la télé. Étienne Ouvrier, bonjour. Bonjour, alors vous êtes journaliste au groupe Hébrun, qui est le premier groupe de la PQR, presse quotidienne régionale, mais je pense que j'ai affaire à des experts des médias en face de moi, donc l'As Républicain, Le Progrès, le Dauphiné Libéré. Donc vous êtes plutôt presse papier, web aussi peut-être? Alors, ouais, nous c'est presse écrite à la base, évidemment on est devenu web par obligation, et puis il nous arrive aussi de faire de la vidéo, donc d'accord, un peu de intéressant. tout. Ouais. Et alors en plus vous avez eu une autre vie précédemment, vous étiez plutôt du côté des communicants? Ben oui, c'est ça, c'est aussi pour ça que j'ai une tendresse particulière à me trouver devant vous aujourd'hui, parce que en fait il y a 3-4 ans je pense, j'étais assis à l'une de vos places, donc voilà, j'étais en cabinet de conseil, j'ai fait des affaires publiques et des relations presse, et puis je suis passé de l'autre côté de la force, sans dire laquelle est la claire, laquelle est l'obscure, vous ferez votre idée, mais donc oui, effectivement, j'ai ce background-là qui peut aussi me permettre de comprendre vos attentes et les miennes. Merci beaucoup. Et enfin, Didier Testo. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à La Bourse et la Vie, vous êtes aussi chroniqueur à Sud Radio, sur la partie plutôt économie, c'est ça, entreprise? Oui, c'est une émission, c'est un magazine éco de 5 minutes qui est diffusé tous les week-ends depuis 4 ans maintenant. Et puis La Bourse et la Vie TV, c'est une web TV, donc ça a commencé il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, web TV, c'était plutôt rare, c'est de la vidéo. Et vous parliez de ce que j'ai fait précédemment, j'ai fait de la presse écrite. Et pour les plus anciens ici, j'ai fait des radios libres. Donc Sud Radio, vous voyez, je reviens sur de la radio. Premiers amours, alors. Voilà, et de la télé, on est chez Bloomberg Télévision, donc voilà. Ok, donc un panel assez complet, parce que vous verrez que ça peut-être jouer justement le type de médias dans lesquels les journalistes travaillent par rapport à leurs attentes. Alors je vous propose de commencer tout de suite par la première question. Je ne sais pas qui veut se lancer, qui a pu déjà méditer ça, mais à votre avis, selon vous, quel a été ces 12 derniers mois, l'année qui vient de s'écouler, le plus grand défi du journalisme? Didier, ça, je vous sens prêt.
Alors moi, justement, je parlais de l'émission que je fais le week-end sur Sud Radio, et c'est une émission qui me demande beaucoup de recherche, alors plutôt sur l'économie, donc sur les réseaux sociaux. Et moi, je considère que c'est tout ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce sujet-là, parce que ça concerne effectivement, on le voit sur les réseaux sociaux, les sujets politiques, mais les sujets économiques aussi. Et on n'en est qu'au début de ces sujets-là, puisque moi qui fais de la vidéo depuis quand même un certain nombre d'années, je vois maintenant des vidéos qui sont fausses déjà, donc ça commence, et donc je me dis que pour effectivement les journalistes, mais aussi les communicants, on est tous confrontés à ces sujets-là, et il va falloir les traiter en ayant les bonnes sources, en étant capable de vérifier peut-être avec d'autres outils justement qui sont capables de détecter les fausses photos, les fausses vidéos, mais ça va devenir un travail, et ça veut dire pour les communicants d'avoir des équipes dédiées, et pour le journaliste d'être en capacité aussi de faire ce travail-là. Donc l'IA, mais l'IA plutôt du côté un peu fake news, quoi, du coup, des informations. Oui, d'abord ce côté-là, puisqu'on est tous concernés en tant que citoyens, en tant que journalistes, communicants, de ce qu'on voit tous les jours. Et si on prend la génération après nous, les plus jeunes, ils ont ce sujet-là, ils ont ces sujets mobiles, donc ils sont confrontés aussi en permanence. Donc c'est le sujet majeur du moment, je trouve. Ok, Florence. Oui, c'est bien sûr l'intelligence. Ah, ça marche plus. Là. Si, ça marche. L'intelligence artificielle, puisqu'elle va complètement bouleverser le métier de journaliste. On le voit déjà sur certaines professions, comme les professions juridiques, où l'IA nous libère un petit peu de toutes ces tâches administratives, répétitives, qui ne sont pas très intéressantes. Pour le journaliste, je pense que ça va être pareil, puisqu'il va falloir que les journalistes trouvent une véritable valeur ajoutée. Il y a déjà des chaînes, comme une télévision en Suisse, qui ne trouvait pas de présentateur météo, qui a remplacé le présentateur météo par une intelligence artificielle. Alors ça ne veut pas dire que nous tous, on va être remplacés demain, mais il va falloir trouver les moyens de faire ce métier autrement, et c'est peut-être une chance, puisque peut-être retrouver de véritables techniques d'enquête, faire peut-être des reportages plus en profondeur. Vous savez, dans l'information, il y a plusieurs temps. Il y a le temps 1 où on donne l'information brute, il y a le temps 2 où on apporte un peu plus d'informations, le temps 3 où là on va un peu plus dans l'investigation, etc. Je pense que l'intelligence artificielle va nous pousser à aller plus vers ces temps 2 ou 3 où le journaliste devra apporter plus de valeur ajoutée, et il aura aussi besoin justement des communicants pour nous aider à apporter cette valeur ajoutée, des communicants qui devront être réactifs aux demandes des journalistes, mais aussi être force de proposition. Étienne, à vous, votre plus gros défi selon vous pour le journalisme? Oui, moi je ne vais pas vous surprendre, je vais vous parler également de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est en plein essor, on n'en est qu'au début, donc on n'a pas tellement de recul. Pour l'instant, on la prend un peu de face. Il se trouve qu'en plus, elle s'est trouvée des vecteurs incroyables qui montent en puissance. On l'a vu très récemment par les réseaux sociaux, TikTok en Roumanie récemment. Ça a fait annuler une élection dans un contexte particulier. Trump, son élection parrainée, j'allais dire, par Elon Musk et son réseau social surpuissant. Donc voilà, en plus de cette montée en puissance-là de l'IA, il se trouve qu'il y a des vecteurs qui diffusent ces fake news-là, qui sont véhiculés. En plus de ça, il y a aussi, il faut le dire, il y a pas mal de véhicules politiques, de certains partis politiques, pour ne pas les nommer, qui se font les relais de fake news qui auraient pu être aussi poussés sur les réseaux sociaux par les IA. Donc dans tout ce marasme-là d'acier et d'algorithmes, c'est vrai ce que disait Florence, on a plus que jamais, je crois, besoin d'êtres humains et donc de communicants, d'où l'idée des relations presse, puisque en plus de presse, il y a relations. Et on n'a pas de relation avec l'IA, on peut avoir des relations avec des communicants, bonnes ou mauvaises, conflictuelles parfois, mais en tout cas humaines. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer les résultats du coup de la question. Alors, ce sont des chiffres mondiaux. En revanche, comme évidemment, il y a toujours des petites exceptions françaises, je les note à chaque fois avec un petit drapeau français. Donc, le premier défi, d'après nos répondants, à 42%, et vous en avez parlé,
à travers l'IA, mais vous en avez parlé, c'est être considéré comme une source de confiance et combattre les accusations de fake news. Donc voilà ce qui est arrivé en premier, suivi de s'adapter aux nouveaux comportements de consommation de l'information. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on va chercher l'info, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur les podcasts, on multiplie le type de format. Donc ça a l'air d'être un réel défi justement pour les médias, et vous pourrez réagir. Suivi du manque de personnel et de ressources. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis cette étude pour la France. Ça fait 10 ans qu'il est dans le top 3. Donc peut-être que l'IA, et d'ailleurs vous en aviez une vision positive, Florence, peut-être c'est une réponse justement à ça. Mais effectivement, une profession qui est quand même face à de nombreux défis. 34% le déclin de la publicité, la concurrence des influenceurs qui vient ensuite, l'émergence de l'intelligence artificielle à 26%. Alors elle a été faite en mars, cette étude. Peut-être que si on l'avait fait 6 mois après, le chiffre aurait bondi. Donc voilà, vous en pensez quoi sur ce top 3, justement, de combattre les fake news, du nouveau comportement de l'information, et comment vous faites justement pour vous adapter à ces nouveaux comportements ? Par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, moi qui parle, je fais beaucoup d'interviews de dirigeants de sociétés cotées en bourse, donc des PME, des ETI cotées en bourse, et il y a eu un certain nombre de scandales financiers sans rentrer dans les détails sur la bourse de Paris, et je me retrouve par exemple avec des actionnaires qui directement m'envoient des messages, m'envoient des infos via les réseaux sociaux, quelque chose qui était assez nouveau. De l'autre côté, pour les communicants qui sont là, ça fait donc, moi je suis sur Twitter X depuis 2008. J'ai eu une société du CAC 40 qui une fois m'a envoyé un message directement sur Twitter de l'époque, un message privé que j'avais félicité, je peux la citer, c'était Air Liquide. Je me suis dit, c'est bien, ils sont aussi là-dessus. Mais sinon, il n'y a eu aucun communicant qui, sur effectivement les réseaux, était présent d'une manière ou d'une autre, alors qu'on est amené à réagir par rapport à des informations publiques, sur des sociétés. On peut faire un certain nombre de commentaires, puisque moi, je me mets pas, n'engage que moi. Je m'engage quand je publie quelque chose, c'est mon avis. Mais effectivement, par exemple, ce contact avec les actionnaires, quand j'ai fait de la télé dans une autre période, on pouvait les voir éventuellement de temps en temps à quelques occasions, mais là, c'est direct. Ils vous envoient des infos, donc je trouve que c'est intéressant. Ça peut être aussi une autre source. C'est vrai que moi j'ai de plus en plus de personnes qui m'envoient des informations via LinkedIn. C'est plus le communiqué de presse qui va arriver dans ma boîte mail. Enfin, c'est toujours le cas, mais aussi pour me contacter plus rapidement, c'est via LinkedIn. Moi, ça me permet aussi de contacter les communicants beaucoup plus facilement aussi. C'est rapide. Alors, on perd peut-être un peu le contact humain, puisqu'avant, on cherchait les numéros de téléphone, les 06 des communicants. Maintenant, on va directement sur LinkedIn, ou directement aussi pour contacter des chefs d'entreprise. Moi, j'aimerais vraiment parler des nouveaux comportements de l'information, notamment pour la partie audiovisuelle, à savoir que nouveaux comportements aussi des jeunes qui regardent moins la télé. Donc, à chaque fois qu'on va concevoir un programme ou une émission, on pense à ces nouveaux comportements d'information. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, par exemple, j'ai lancé une émission sur les métiers de demain, une émission qui vise à justement aider les jeunes à s'orienter face à tous ces métiers qui, avec les nouvelles technologies, vont disparaître, vont muter, les nouveaux métiers qui vont apparaître. Cette émission, elle a un format d'1 heure, elle est diffusée sur Demain TV, sur MCE, ma chaîne étudiante, mais systématiquement, on fait des pastilles pour les réseaux sociaux. Et en parallèle, on a créé aussi une Job Talk TV, une chaîne web, plus adapté aux jeunes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux comportements d'information, il faut que nous aussi, journalistes, on s'adapte pour toucher le plus grand public possible. Alors, on y reviendra sur ce sujet, sur ce que vous attendez de nous, de notre côté, au niveau de ce qu'on va appeler le multimédia, et sur ce que vous voulez comme information qui vous arrangerait. On a effectivement un petit chiffre là-dessus. Étienne, il y a quelque chose qui vous a étonné dans ce classement, ou sur lequel vous voulez rebondir ? C'est vrai que la troisième position, le manque de personnel et de ressources, c'est quelque chose d'assez criant. Alors, en tout cas en presse écrite, presse plutôt télévisuelle, je connais moins, mais pour que vous sachiez, moi, théoriquement,
pour une journée de travail, je dois écrire 2 articles qui parfois ne sont pas sur les mêmes sujets. Ça peut être un article santé, un article politique. Autrement dit, j'ai 2-3 heures pour écrire mon article. Ça fait que je vais vous demander en fait de la réactivité. Et je sais que ça peut être très intense. Ça l'est pour nous, ça l'est pour vous, ça peut frustrer. Mais c'est vrai que moi, typiquement, demain, on me lance sur un sujet. Je vais essayer de contacter l'un de vous. Si j'ai pas de réponse, en vrai, dans les 2 heures, il est possible soit que j'aille vers votre concurrent, qui lui peut-être répondra, ou alors que je dise solliciter, l'entreprise X n'a pas répondu à notre... Voilà, et je sais que pour avoir été à votre place, c'est pas forcément très vendeur pour les supérieurs ou pour les clients pour lesquels on bosse, voilà, de se manger un blanc comme ça dans un article dans lequel on avait toute notre place. Donc voilà, de la réactivité, parce que nous, on y est soumis. Voilà, en plus de l'expertise, évidemment, parce que quand on vous contacte, il faut soit que vous sachiez de quoi vous parlez, soit sinon que vous ayez sous la main la bonne personne. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment tirés. Il faut qu'on publie notre article à telle heure, puisqu'on a l'obligation aussi d'animer nos sites web. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de mécanique derrière dont vous n'avez pas idée. Je sais que votre quotidien est aussi chargé de réunions et de deadlines en tout genre, mais voilà, sur ce côté manque de moyens qu'on partage peut-être. En tout cas, moi, c'est vraiment un truc qui peuple mon quotidien, nos quotidiens. La réactivité, c'est souvent effectivement revenu dans l'étude sur ce qu'ils attendaient le plus, effectivement, du côté du communicant. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais je vais quand même vous donner des chiffres au niveau des journalistes et de l'IA. Donc encore une fois, on était en mars quand on a posé la question sur utilisez-vous des outils d'IA générative, ChatGPT ou Gemini. Alors à cette époque-là, c'est quand même pas il y a longtemps, plus de la moitié nous disait pas du tout, on l'utilise pas du tout, 28% assez peu, 12% régulièrement et 5% souvent. Donc on a quand même une très grosse majorité, si on additionne, ça doit faire 81% si je me trompe pas, qui finalement l'adoptent mollement. Vous en pensez quoi et quels sont vos usages, pourquoi vous l'utilisez et est-ce que vous pensez que ça va aller crescendo finalement ou pas? Clairement, ça fait partie. On pourrait rappeler, si on fait un petit. Moi, je vais bientôt fêter mes 35 ans de métier. Les plus anciens ici se souviendront qu'on avait un téléphone et qu'on avait un fax. Donc on attendait la dépêche de l'AFP ou des API, on allait la chercher et moi j'allais à la Bourse de Paris chercher les chiffres du dollar et du taux au jour le jour que je prenais à la main, que j'allais ramener au secrétaire de rédaction. Donc effectivement notre monde a légèrement évolué et donc aujourd'hui avec tout ce qu'on a avec les réseaux sociaux, avec le mobile, l'intelligence artificielle qui est arrivée, moi je le vois sur la partie vidéo par exemple, c'est évident que d'ailleurs j'ai commencé à m'en servir. On parlait des différents formats, des formats verticaux, du sous-titrage. Aujourd'hui, comme on est tous sur le mobile, c'est vrai que si on a une vidéo sous-titrée, même si on n'a pas le son, voilà, on est dans le métro, on peut la regarder. Donc c'est évident, chercher les points clés d'une vidéo, donc ça va aider. Du sous-titrage, même dans des langues étrangères, ça a aussi changé la donne. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelque chose qui va aider. Après, effectivement, il faut savoir l'utiliser. Donc ça demande peut-être des formations. Voilà, j'en avais eu au Figaro, c'était le centre de perfectionnement des journalistes. On avait savoir comment rédiger, quelles étaient les infos importantes. Et bien aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir faire, il va falloir faire la même chose. Il va falloir se former. Mais oui, on va les utiliser tous les jours. Et est-ce que vos médias, du coup, vous forment, vous aident, vous accompagnent, vous incitent à l'utiliser ou pas nécessairement? Comment ça se passe? Alors oui, nous très récemment au sein du groupe EBRA, alors on les utilise pas encore pour de vrai dans les contenus qu'on envoie au public. Or, on est en train de travailler dessus. Voilà, pour l'instant, l'outil est en train d'être calibré. On a aussi développé une charte IA, voilà, qui en fait vient fixer nos lignes rouges, nos usages et qui vient respecter donc le journaliste, mais aussi le lecteur évidemment avec lequel on a un contrat de confiance puisque lui nous achète pour avoir du contenu rédigé par un être humain. Donc voilà, typiquement ça peut être si jamais on cède de l'IA pour telle ou telle donnée, data, qu'en bas soit marqué contenu généré avec de l'IA. Forcément ça crée une levée de bouclier, ça la crée encore aujourd'hui puisqu'on n'en est qu'au balbutiement. Les outils ne sont pas encore très développés, il faut le dire aussi. Nous on a fait des recherches, il y a beaucoup d'erreurs parfois. Quand on fait une recherche assez basique, on peut trouver des résultats
assez étonnant. Donc voilà, tout ça mérite d'être mis en place. Bon, l'IA, c'est une opportunité incroyable. Quand on y pense, ça peut être un outil fabuleux. C'est un peu comme Internet ou le feu. J'imagine que le feu, certains voyaient le côté ça brûle, et les autres pouvaient voir que ça peut aussi permettre de cuire la viande. Donc voilà, l'IA comme outil, pourquoi pas. Après voilà, il y a aussi la crainte de l'IA qui peut remplacer l'être humain, puisque nous, dans la presse écrite, il y a les secrétaires de rédaction, les gens qui créent les maquettes pour le journal du lendemain. Donc toutes ces questions-là méritent évidemment de s'y pencher. Nous, au groupe Les Parents, on a été assez proactifs là-dessus, et justement avec l'élaboration de cette charte, plutôt que d'attendre qu'on y soit obligé ou de le faire en catimini. Donc c'est plutôt confortable. Menace ou opportunité, c'est toute la question concernant l'intelligence artificielle. Alors moi, je l'utilisais peu, et puis c'est vrai que depuis un an, j'utilise pas mal l'IA comme un super assistant. C'est vrai que Didier disait, nous, on a connu cette période où on attendait la dépêche, ou alors où on allait chercher directement l'information à la source. Pour moi, l'IA, c'est un petit peu comme la révolution d'Internet. Moi, quand j'étais à France 2, à France Télévisions, j'ai vu le passage d'Internet qui nous a quand même beaucoup simplifié la vie. Parce que quand on se retrouvait de permanence au service économie le week-end avec le service documentation qui était fermé et une grosse actu qui tombait, il fallait qu'on compte que sur nous-mêmes, donc ce qu'on savait, ou alors sur tous les contacts qu'on avait pour essayer de trouver de l'info et fabriquer un sujet au plus vite. Donc Internet a beaucoup simplifié les choses. Et je pense que ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle dès lors qu'elle est bien réglementée, etc., de façon à ce qu'on ne soit pas remplacé. Mais aujourd'hui, c'est un assistant. Moi, quand je suis un peu bloquée sur un sujet, je me dis, alors, ça s'utilise aussi d'une façon précise, faut poser des questions précises à l'IA, etc. Mais ça me permet souvent, de me débloquer sur un sujet et de me dire, ok, ça y est, j'ai la porte d'entrée, ok, j'ai compris, parce que l'IA, quand même, c'est comme l'assistant à l'époque, ça vous donne pas tout, vous avez que des grandes idées de base, mais ça va vous permettre de vous débloquer et d'aller plus loin. Un jour, comme ça, pour Bismart, j'avais table ronde à animer sur direction financière, direction technologique, vers une convergence des métiers. Personne n'avait voulu le faire, ça m'était revenu dessus. Et j'avais regardé le sujet en me disant, aïe, aïe, aïe. Oui. Qu'est-ce que je vais raconter là-dessus? Et puis, je dois préparer la table ronde avec les invités. Je voudrais quand même pas avoir l'air idiot. Donc, j'ai fait ChatGPT. Et du coup, ça m'a débloqué. Et à partir de là, j'ai fait mes propres recherches et j'ai pu préparer cette table ronde pour l'émission d'une façon un peu plus précise. Donc voilà, l'IA aujourd'hui, c'est un assistant. Faut pas, effectivement, faut être très vigilant parce que souvent, il y a des... c'est pas toujours très précis ou c'est pas toujours très juste, mais au moins, ça permet de rentrer, de trouver la porte d'entrée pour certains sujets. Oui, vous en faites pas une source, quoi. C'est pas une source, c'est juste une aide. Voilà. Ok. Alors, on va passer au sujet suivant, un petit peu rapidement, parce que quand on parle IA, on parle data, parce qu'à la base, c'est quand même tout ça est très lié. Et en tout cas, ce qu'on a vu cette année, c'est que vous devenez de plus en plus gourmand. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas en data. Je vous donne un exemple. On a toujours eu l'habitude dans cette étude de voir que vous utilisiez la data pour mesurer l'impact de vos papiers, de vos émissions, etc. Bon, ça me paraît la mesure de l'audience, ou de plus en plus la mesure de l'engagement sur les réseaux sociaux, si vous nous direz c'est quelque chose que vous regardez. Mais c'était une histoire de mesure. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui nous disent, de journalistes, moi, j'utilise la data dans l'élaboration de ma stratégie éditoriale. C'est-à-dire que je regarde en amont les sujets qui fonctionnent avant de me lancer sur un sujet. Et on a 37% de journalistes qui vont encore plus l'utiliser, qui disent qu'ils vont encore plus le faire l'année prochaine. On a aussi d'autres chiffres qui nous disent que 61% d'entre vous veulent des rapports de recherche de la part de communicants, des études, des tendances chiffrées. La moitié d'entre vous regardent les trending topics sur X avant de se lancer. Voilà. Toutes ces histoires de data pour construire votre ligne éditoriale, en tout cas vos contenus, est-ce que vous le faites? Est-ce que pas tant que ça? Pourquoi cette envie de data?
Peut-être pour répondre sur une partie, en tout cas, parce que pour la Bourse et la Vie, moi, quand je fais des interviews, j'utilise la data des entreprises, hein, tout simplement. Donc là, c'est assez simple. Quand je conçois l'émission L'Info Éco Plus, donc qui passe le week-end sur Sud Radio, là, je vais aller chercher, on va dire durant la semaine précédente, voire un peu avant, de la data qui va se trouver dans de la presse américaine, dans effectivement des contenus qui seront envoyés. Et donc ça va être... c'est par rapport aux fake news, voilà. Justement, c'est pour avoir plus de crédibilité sur vos contenus. Non, alors de toute façon, le travail du journaliste, c'est d'avoir des sources. Moi, quand je suis venu sur Twitter, je ne me suis pas abonné à des clowns, entre guillemets, je me suis abonné à des sources fiables. Et je dirais régulièrement, j'ajoute de nouvelles sources fiables. Donc à partir du moment où je l'utilise de cette manière-là, ça agrège suffisamment de contenu. C'est pareil, je suis sur Instagram juste pour cette partie-là. Et en agrégeant ces contenus-là, j'arrive à récupérer de la data fiable de presse que je considère comme étant fiable. Donc ça me suffit, je dirais, pour concevoir ensuite une émission et de se dire, mais ce que vous disiez sur la data et la manière dont c'est utilisé, là c'est peut-être aussi parce que comme le business model de la presse, ça reste l'audience, la publicité, donc le fait que effectivement le rédac-chef regarde la tendance, regarde ça et se dit « Ah, il faut peut-être qu'on fasse un sujet là-dessus », aujourd'hui, c'est quand même ce qui a largement changé dans notre univers commun. C'est-à-dire que le journaliste qui arrive avec un sujet aujourd'hui, si effectivement ça n'a pas d'audience dès le départ, il va avoir un problème. C'est ce qui était un peu le sujet, par exemple, entre les PME que je connais bien et les grandes entreprises. Si vous arrivez avec une PME en disant « Ah, c'est super cette entreprise », le rédac-chef vous dit « Oui, mais là, il y a Alcatel qui a publié un communiqué et c'est Alcatel qui passait. » Donc si on le rapporte à aujourd'hui, si ça ne fait pas de clic, est-ce qu'aujourd'hui, un article, c'est peut-être effectivement Louis qui pourra répondre, s'il n'y a pas de clic, est-ce que ça peut quand même fonctionner? En tout cas, on voit bien que, et vous parliez des sujets de Twitter, il y a des matins, si vous regardez les tendances, vous refermez tout de suite, parce que c'est quand même dramatique. Ou alors, il faut avoir une sacrée énergie personnelle et une sacrée foi dans l'avenir pour ne pas sombrer, parce que vous regardez, c'est que du négatif. Et c'est un peu dommage, effectivement, cette course à l'audience, alors pour les papiers de presse écrite, pour la télé. Moi, je l'ai vécu à BFM TV, où voilà, c'était plus les mesures d'audience médiamétrie à l'ancienne, mais c'était l'audience en temps direct sur les box. Ce qui fait qu'on se retrouvait tout de suite en édition spéciale parce qu'on va caricaturer un petit peu. Voilà, il commençait à pleuvoir, on avait peur d'inondation. Allez hop, on se retrouvait en spéciale inondation pendant 3 heures. Et puis bon, ça faisait un peu moins d'audience, on repassait au reste de l'actualité. Mais c'est cette tendance-là. Donc c'est un peu embêtant parce que c'est plus forcément l'intérêt du sujet en lui-même que l'intérêt des téléspectateurs qui va compter. Alors c'est vrai qu'on s'est toujours demandé, c'est toujours la question qu'on se pose, nous journalistes, quand on traite un sujet, c'est qu'est-ce qui est concernant pour le téléspectateur. Mais c'est vrai qu'avec cette data-là, c'est poussé à l'extrême et il ne faudrait pas que nos sujets deviennent marketing. Mais oui, parce que est-ce que c'est pas ça un peu qui a fait, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on a parlé par exemple de Pierre Palmade pendant des mois, alors que finalement c'était pas très très intéressant fondamentalement, je veux dire. Mais ça fait de l'audience. Les punaises de lit et est-ce que c'est à cause de ça parce que en fait, oui, parce qu'il y a cette audience en temps direct sur les box et on se dit voilà, qu'est-ce qui fait de l'audience? Il y avait eu ce fait divers affreux, je me souviens quand j'étais à BFM, d'une jeune femme là, qui promenait son pitbull, le pitbull de son compagnon en forêt de Soissons. Voilà. Enfin non, elle s'était faite, il y avait une chasse à courre au même moment, elle s'était faite massacrer et dévorer par les chiens, fait divers hors normes dans la mesure où des tests ADN avaient été faits sur les chiens. Sur BFM TV, ça a duré 1 semaine le traitement de cette information, 1 semaine à ne faire que ça. Et moi à l'époque, j'avais en plus de ma tranche le week-end une émission police-justice, il fallait encore en refaire dans l'émission police-justice. Et j'avais essayé de me battre pour me dire, mais non, vraiment, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Il n'y a rien de neuf. Et puis, ça n'a rien à voir dans une émission police-justice, ce n'est qu'un tragique fait divers. En revanche, si d'ici dimanche, on apprend que c'est le compagnon qui a monté le pitbull contre sa compagne, là, ça sera de l'info en plus. Mais oui, ce n'est qu'un tragique fait divers. Ben non, ils n'ont pas lâché. Il fallait à tout prix, alors qu'on avait épuisé tous les invités, refaire une émission là-dessus, en plus de tout ce qu'on avait dans les tranches info. Pour la petite histoire et pour vous faire rire, il s'est mis à beaucoup pleuvoir ce jour-là, ce qui fait que l'émission a été supprimée, l'émission Police Justice, et on est passé en spéciale inondation. Donc voilà.
On y revient. Donc voilà, juste voilà un exemple très concret de l'utilisation de cette data et je dirais et de la dérive. Parce que c'est vraiment dommage, c'est plus trop l'intérêt de l'info qui prime. Si Étienne veut rajouter quelque chose là-dessus au niveau de la presse écrite. Nous, on est soumis pareil aux mêmes choses, évidemment que les Red Chefs, et pas que d'ailleurs, vont regarder les sujets trend. Sauf que justement, on s'oblige, nous, à ne pas forcément tomber là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas. Palmade, on en a parlé. Miss France qui arrive ce week-end. Voilà, c'est des sujets qui animent aussi la société française, mais on s'oblige, nous, à pas forcément vous livrer ce que vous avez forcément envie de lire. Voilà, il y a une mission quand même derrière. Par exemple, en ce moment, il y a une crise politique qui se profile, pas qu'en France, en Allemagne. C'est vrai que c'est moins funky que Miss France peut-être, sauf que si nous, on ne la traite pas, alors à quoi bon être journaliste? Et finalement, les sujets trendy, vous les aurez aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a aussi cette digue-là à ne pas faire tomber, bien que forcément, on est soumis à l'audience. Et notre sujet Allemagne fera certainement moins de clics que Miss, je ne sais pas laquelle, qui va peut-être trébucher. Mais c'est votre devoir d'informer aussi. C'est ça, et c'est aussi pourquoi on a rejoint ce métier-là. Moi, je pense que c'est une vocation. Il y a encore beaucoup de journalistes au sein des rédactions qui croient à ça. Donc oui, l'audience, mais pas à n'importe quel prix. D'autant plus qu'on a aussi un contrat avec les lecteurs et qu'il y a certains lecteurs que ça intéresse la crise en Allemagne, quand même. Et est-ce que c'est un bon conseil, justement, à donner aux communicants de vous donner ces chiffres en vous disant, écoutez, monsieur le journaliste, je vous envoie ça, parce qu'on a des outils de social listening pour écouter tout ce qui se passe, parce qu'il y a telle audience qui est intéressée par cette information, et vous donner justement envie, enfin en tout cas vous dire que oui, il y a une audience derrière cette info, ça peut faire la différence? Moi, personnellement, pas du tout. Parce que si on me dit ça, en fait, je pense que moi ou mes chefs connaissent mieux les lecteurs ou les téléspectateurs de nos médias. C'est comme si moi, du coup, en contrepartie, je conseillais lui pour sa boîte de prendre telle ou telle direction parce que mon beau-frère m'a dit ça. Non, personnellement, je trouve que chacun dans son métier et tout ira bien. Oui, un peu, vous savez, comme le vu à la télé. Et là, vous recevez parfois effectivement de certains communicants. Il est passé sur BFM, il a fait ça. Est-ce que ça vous intéresse? Bah non. Non, désolé, non, c'est pas un argument. Il y a une tendance tendance qui monte, qui concerne telle communauté, qui regroupe tant de personnes. C'est notre métier dans notre univers. On est tous les trois dans différents univers de prédilection, mais on est censé connaître ce qui se passe. C'est notre métier. On est curieux. Le principe de base du journaliste, c'est d'être curieux de ce qui se passe. S'il n'est pas curieux, il change de métier. Oui, comme Didier, c'est pas, encore une fois, je pense que pour nous intéresser, il va falloir nous proposer des sujets qui sont en accord avec l'actualité du moment. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on a une crise politique, on attend un Premier ministre. Tout dépend du média, en fait. Si j'étais encore à BFM TV, ça ne serait pas la peine de me proposer autre chose que des invités liés à la politique, ou peut-être en marge des chefs d'entreprise qui pourront éventuellement s'inquiéter de la situation parce qu'il n'y a pas de côté, parce que ça a des répercussions directes sur leur business. Mais si on propose un autre sujet, même si on montre que les téléspectateurs ou s'y intéressent, ça attirera pas mon attention. Ok, message entendu. Alors on va passer aux réseaux sociaux maintenant. Je vous demande même pas si vous utilisez les réseaux sociaux. Et quand on a commencé l'étude, c'était un peu comme l'IA. C'était coup-ci, coup-ça, ça y allait doucement. Maintenant, vous demandez si vous utilisez les réseaux sociaux, c'est un peu comme vous demandez si vous utilisiez le mail. En tout cas, voilà, vous êtes 97% dessus. Et là, vous voyez les chiffres des réseaux sociaux que vous comptez, plus utilisés encore. Donc, pas forcément les... Et du coup, c'est des chiffres mondes. Et c'est Instagram qui commence à avoir le vent en poupe et qui a l'air d'être de plus en plus utilisé par les journalistes, suivi de LinkedIn. Alors 39% qui disent qu'ils vont l'utiliser davantage. En France, c'est 71%. On est un gros pays LinkedIn, alors vous nous direz. Puis vous voyez, Facebook, on a tendance, nous communicants, à dire que Facebook est mort. Eh ben non. Ça n'a pas l'air. Je sais que de plus en plus de marques... font des sujets plutôt marque employeur, RSE dessus. Après, ça dépend des pays aussi, mais il est bien là. Vous voyez le classement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous dire sur quels réseaux sociaux vous êtes, professionnellement bien sûr, et pourquoi faire?
Alors, sur à peu près tous, sauf que j'ai pas de page pour la Bourse et la Vie WhatsApp ni sur TikTok, c'est vraiment très peu. Par contre, sur les autres, la chaîne YouTube, elle est depuis le début, donc au tout début de YouTube. Sur X, c'est pareil, c'est 2008. LinkedIn, c'est aussi très ancien. Instagram. Et ce que je voudrais partager peut-être avec vous aujourd'hui, c'est que sur LinkedIn, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui suis dans cet univers finance, économie, quand je publiais mes vidéos, quand je les partageais sur LinkedIn, au tout début, c'était vraiment cet univers finance, parce que pareil, je me suis connecté avec des gens qui étaient quand même globalement dans cet univers. Et aujourd'hui, je m'aperçois que ça va être des salariés de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très récent sur le groupe Loué Le Gaulois, qui s'appelle le groupe LDC. Typiquement, vous avez quelqu'un qui est dans le traiteur, qui est dans Sablé-sur-Sarthe, qui va avoir repartagé à son réseau la vidéo, qui était une vidéo sur la stratégie de l'entreprise. Il y a quelques années, ça restait très ciblé finance. Et après, je suis plus étonné sur Facebook, parce qu'effectivement, moi, je m'intéresse aussi à la génération d'après. La génération d'après, elle n'y est pas, elle n'y est plus. Donc nous, on y était, et il y a une certaine génération qui y était pour ouvrir son compte perso. Moi, sur mon compte perso, il n'y a plus rien. Et sur la page La Bourse et la Vie, je fais très peu de choses sur Facebook. Et je trouve que LinkedIn, sur le côté professionnel, sur YouTube, c'est assez intéressant parce que c'est devenu une chaîne complète, mondiale. Et même si la partie news est très faible. Alors, au tout début de YouTube, je crois que moi, j'avais entendu le fondateur de YouTube avant que ce soit vendu à Google. Je crois qu'il disait que les news, c'était 0, quelque chose. Alors, ça a peut-être augmenté, mais ça reste quand même très faible. Mais vous voyez aujourd'hui que c'est une chaîne de télé complète. Donc vous avez des gens qui ont des comptes YouTube et par exemple l'audio de Sud Radio qui est filmé, il est mis en replay sur YouTube et donc il y a des gens qui viennent commenter avec leur compte sur YouTube. Voilà pour en tout cas, mais sur LinkedIn je trouve ça intéressant pour les communicants. Vous l'utilisez pour promouvoir finalement vos oui, sujets, pour exact. aller chercher aussi des Alors sur X, c'est clairement pour les sources, pour aller chercher un certain nombre de choses, savoir ce qui se passe aussi, mais surtout aller chercher des sources. Sur LinkedIn, ça va être aussi ça va être voir des posts et donc ces posts-là, les mettre de côté parce qu'ils m'intéressent. On parlait de data, il y a des gens qui vont faire des sujets assez poussés ou qui vont faire des réflexions assez poussées sur des thématiques qu'ils connaissent bien, donc ça m'intéresse, je les mets de côté. Contacter des gens aussi, bien entendu, en leur proposant un certain nombre de sujets. Instagram, c'est quand même différent. Normalement, Instagram, c'est plus l'image. Donc, on retrouve les médias principaux qui y sont, mais ils publient quand même beaucoup plus un article avec un lien derrière. Donc, c'est pas le même sujet. Sur LinkedIn, vous avez des réactions aux posts. Donc, c'est intéressant aussi. On parlait de l'engagement. Voilà, vous voyez des salariés. Je parlais des actionnaires. Vous avez parfois un actionnaire. Vous découvrez qu'il est actionnaire, il est cadre dans une entreprise et puis il va aller commenter la publication. Donc il y a des engagements qui sont importants. Mais YouTube, effectivement, ça a pris vraiment une autre place parce que les gens commentent, ont un compte, peut-être ils font rien sur ce compte, ils n'ont pas de chaîne, mais ils sont là pour aller commenter. Donc pour les communicants, ça va être aussi important, c'est-à-dire qu'une news qui les concerne, peut-être qu'elle va être commentée sur une chaîne YouTube. Ouais, les interactions avec l'audience, c'est 63% des journalistes qui utilisent les réseaux sociaux pour ça, pour interagir justement avec leur audience. Moi, j'utilise essentiellement LinkedIn. Voilà, justement pour aller chercher des experts. Oui, puis aussi pour poster beaucoup, pour avoir les réactions justement à ce que je poste. Non, je trouve que c'est un très bon réseau pour les contacts professionnels, pour voir justement aussi interagir et voir ce qui intéresse directement. Facebook, je suis étonnée aussi, 34%. Moi, j'ai des enfants de 27 et 19 ans. Ils me disent Facebook, c'est un truc de vieux, on n'y est plus. Donc, il n'y a plus que vous, les vieux, qui y êtes. Donc, voilà, comme ça, au moins, ça, c'est réglé. Facebook, oui, j'ai une page Facebook, mais que j'alimente pas. Voilà, Instagram, pas trop. Et YouTube, bien sûr, oui, pour diffuser ne serait-ce que l'émission, relayer les vidéos, etc. Et X, bien sûr, pour aller chercher aussi de l'info rapidement. Mais LinkedIn, moi, c'est un réseau que j'utilise vraiment beaucoup et que je trouve très intéressant parce qu'on a vraiment des interactions directes et puis aussi des prises de contact. Hein, comme je disais, même des communicants qui vont contacter. Vous contactez, et ça vous plaît. Ouais. Je veux dire, ça vous dérange pas qu'on Non, vous ça me dérange pas parce qu'au moins, à la limite, alors il faudrait pas non plus être submergé, mais ça va plus attirer notre attention, ça va moins être perdu qu'un mail. Vous savez qu'après ce débat, vous êtes foutu. Oui, je vais être foutu, je vais avoir plein de... Il y a aussi des comptes de dirigeants. Par exemple, moi, ça m'arrive de contacter des dirigeants.
Et il y en a un qui m'a dit, ah, mais le compte est géré par une agence. Donc, c'est pas lui qui le gère en direct. Donc, voilà. Oui, pour rentrer en contact directement avec des dirigeants, c'est très intéressant, LinkedIn. Moi, au risque de vous surprendre, à titre pro, j'utilise vraiment Facebook. Alors, merci. C'est vrai. Mais alors, ça vous intéressera peut-être un peu moins parce qu'en fait, c'est plutôt pour aller chercher des communautés sur place, type il se passe quelque chose en Pologne, moi je veux trouver des Polonais qui vont me parler ou des Français qui vivent en Pologne. Donc Facebook c'est cool pour ça parce qu'il y a les groupes les Français en Pologne et puis qui peuvent eux-mêmes m'orienter soit sur leur propre témoignage ou alors vers leurs copains polonais. Donc voilà ce titre-là, mais c'est vrai que pour vous ce sera peut-être moins utile. LinkedIn à fond. Franchement moi LinkedIn j'aime beaucoup. Et pourquoi du coup pour aller chercher ouais, aussi moi, pour aller chercher... chercher... des interviews, des experts C'est ça, moi si je veux essayer de me rapprocher d'une entreprise ou d'un secteur, il y a des méthodes de recherche sans être LinkedIn Premium d'ailleurs qui sont je trouve super habiles. On peut taper directement le mot-clé, donc souvent je tape relations presse et puis je tombe sur l'une ou l'un de vous. Et puis Instagram, alors LinkedIn, je veux bien être contacté. Instagram, ça m'embête un peu de me faire contacter sur Instagram, j'avoue. Parce que c'est un peu compte pro, perso. un peu... Voilà. Et par contre, moi, c'est vrai que c'est un peu ambigu parce que moi, je me permets parfois d'essayer de contacter via Instagram, mais c'est plutôt des entreprises, on va dire que un peu plus agiles, j'ai l'impression, en tout cas, donc plutôt des labels de musique ou des artistes. C'est vrai que quelque chose d'institutionnel, ce sera plutôt sur LinkedIn. Et le risque, c'est pas que vous court-circuitiez justement la RP, le RP, en allant chercher directement. Est-ce que c'est vraiment un gain de temps Franchement, quand je contacte soit un artiste, soit un label, sur Instagram, en réalité, c'est très souvent son au final, son communicant qui gère ou alors ils ont double compte, mais il y a assez peu de moments où l'artiste le prend mal, quoi. Alors, on parlait multimédia, vous disiez que vous aviez des émissions d'1 heure et puis que vous en faisiez des capsules pour s'adapter. Alors, effectivement, vous avez un média derrière vous pour faire ça, j'imagine, mais j'ai quand même un chiffre à vous donner. 55% des journalistes nous ont dit qu'ils étaient plus enclins à traiter une information si elle intégrait du multimédia. Donc s'il y avait, je sais pas moi, une belle infographie, une vidéo, peut-être un post tout fait avec la vidéo verticale pour poster. Alors en France, c'est dans une moindre mesure, mais quand même un journaliste sur 3. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous nous conseillez justement de lâcher un peu ce communiqué de presse parfois verbeux, on peut le dire, on essaye d'écrire un peu trop, je pense, vous me direz, pour justement aller mettre quelque chose de plus multimédia. Là, je vous montre des communiqués de presse digitaux qui cartonnent notamment aux États-Unis, où les journalistes peuvent piocher un petit peu tout ce qu'ils veulent. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vraiment ça peut faire la différence pour que notre information soit prise? Parce que c'est pour ça que... Moi, j'attends ça depuis longtemps, donc j'aimerais bien, parce que quand je regarde les communiqués que je reçois, quand les fichiers sont... il y a des fichiers PDF, il y a un certain nombre de choses, mais parfois le communiqué, c'est pas facile à les charger, ou en tout cas, télécharger une image, parfois, c'est quand c'est des... Je pense au groupe automobile, par exemple, il y a une médiathèque, donc il faut aller sur la médiathèque, donc c'est pas simple. Moi, je pense que ça serait intéressant, sur des communiqués financiers, par exemple, que je connais par cœur, qui est je sais pas, s'ils ont fait une vidéo, s'ils ont fait un certain nombre de choses sur un produit, sur quelque chose qui paraît pertinent, oui, parce que ça permettrait de l'ajouter. Pourquoi pas dans une interview d'un dirigeant, que je peux faire aujourd'hui à distance, d'avoir ça en plus, ça fait partie des choses. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et pour regarder effectivement la presse écrite, je me souviens il y a très longtemps déjà d'avoir vu dans le Wall Street Journal un article sur Paris, je crois qu'ils étaient allés dans le Marais faire un petit tour, et il y avait une vidéo dans l'article. Je me dis, aujourd'hui, on en a très peu, finalement. Donc, alors que ça pourrait, effectivement, quand on est en train de regarder un papier, illustrer, et c'est pas d'agréger du contenu on parlait de BFM, de chaînes un peu gratuites, non. Un contenu qui soit en rapport, vous parliez d'infographie, quelque chose mais animé même. Je pense que ça, effectivement, ça vaudrait la peine, en tout cas. Et moi, j'aimerais bien recevoir des communiqués où j'ai, de la vidéo avec. Je pense qu'il faut nous inciter à ouvrir l'œil. Voilà, il faut que les communiqués aient de l'impact. Moi, parallèlement à mon activité journalistique, je forme les dirigeants à la prise de parole et je leur dis il faut inciter le public à tendre l'oreille. C'est pareil, il faut nous inciter à avoir envie de lire ce communiqué.
Et c'est ces lois de la proximité qu'il faut utiliser. Donc c'est pareil, il faut se mettre en se disant qu'est-ce qui va être concernant pour le journaliste. Le journaliste, il se dit qu'est-ce qui est concernant pour mes téléspectateurs. À vous de vous dire qu'est-ce qui va être concernant pour le journaliste et surtout pour ses téléspectateurs. Donc on doit aller de plus en plus vite. On a de plus en plus d'infos. Si votre communiqué, il se démarque parce qu'il y a de les vidéos, alors de la vidéo courte, parce qu'il y a une bonne accroche, parce qu'il y a une infographie qui va être tout de suite parlante, parce qu'on ne va pas être obligé d'aller chercher l'information qui va se retrouver, pas au début, mais à la fin du troisième page. À la troisième page, parce que c'est ça aussi. Il faut tout de suite, dans le communiqué, entre guillemets, donner la destination du train. Il faut tout de suite nous donner le sujet. On n'a pas le temps. Si vous lisez tous les communiqués de presse, on n'a pas le temps. Donc voilà, plus un communiqué de presse sera attractif, plus ça sera intéressant pour nous. Et par exemple, moi, sur cette émission les métiers de demain où on parle d'école, c'est vrai que si je reçois un communiqué d'une école où il y a déjà une vidéo, etc., je vais me faire une idée plus facilement. Puis je vais me dire, tiens, peut-être qu'en plus, l'école, elle a peut-être des images d'illustration à nous donner, etc., sans que ça soit publicitaire. Mais bon, en plus du reportage qu'on pourrait faire, vous voyez. Donc tout ça, il faut attirer notre œil, en fait, c'est ça. Oui, puis d'autant qu'on est tous un peu pareils. Nous non plus, on n'aime plus lire des articles. Enfin voilà, on lit de moins en moins, il faut que ça aille vite. Parce qu'on doit aller, on parlait tout à l'heure des nouvelles technologies, de l'IA, d'Internet, mais c'est vrai, depuis qu'il y a cette nouvelle technologie, moi ça fait plus de 30 ans que je bosse dans ce métier, on nous en demande de plus en plus. C'est vrai que ces nouvelles technologies nous ont facilité la vie, mais on nous en demande de plus en plus. Moi, quand j'étais à France 2, on avait une journée, voire 2, pour faire un sujet. Aujourd'hui, les journalistes sur BFM TV, ils en font 4 par jour. Il faut bien avoir ça en tête. Donc il faut nous simplifier la tâche au maximum. Et c'est vrai que la vidéo, ou le fait qu'un communiqué nous donne l'information tout de suite et nous donne envie, ça va faire toute la différence. Étienne ? Oui, non, rien à ajouter de particulier. C'est vrai que moi, j'aime bien les communiquer quand même un peu à l'ancienne, avec le titre qui dit tout. En fait, moi, je pense que quand je reçois un communiqué, si j'ouvre le mail, je pense que je passe peut-être 8 secondes au début. Et si jamais il n'y a rien qui m'accroche, je ne vais même pas aller voir vraiment plus loin, quoi. Juste pour un côté positif aussi, on parlait des technologies et sans parler de l'intelligence artificielle, mais ce qui a fondamentalement changé, et je le dis à tous ceux qui sont ici, c'est que la réactivité, on parlait de ce qui se passait sur X, d'informations qui arrivaient, etc. Moi aujourd'hui, par exemple, s'il se passe quelque chose sur une entreprise et qu'une entreprise veut m'en parler en direct, je peux être en direct aujourd'hui sur toutes les chaînes qui comptent. On a parlé des réseaux sociaux, je peux être en direct là. Donc on peut dire, on n'est pas obligé d'attendre le 20h, le fameux 20h, et on peut être en direct, on peut parler avec un dirigeant qui va être dans son bureau s'il avait un sujet de crise. Et ça m'est arrivé de partager ça avec un communicant un jour qui était en train d'essayer sur Twitter justement de répondre à une émission qui était diffusée. Je lui ai dit, mais vous pouvez, si vous étiez chez moi, on pourrait faire ça. Ça, c'est incroyable comme changement, je dirais. J'ai été aussi communicant dans une autre vie à la Commission des opérations de bourse. Je me rappelais que quand je donnais mon commentaire ou mon no comment au Figaro, c'était publié le lendemain. Donc il y avait quand même on dormait tranquille. On attendait le lendemain de voir, on a bien travaillé, c'est bon, les messages ont été retenus. Aujourd'hui, pour les communicants, c'est ça qui a changé aussi. C'est qu'on peut réagir en direct. On peut dire à 13h, on fait une émission spéciale qui est diffusée partout. Donc ça veut dire que les communicants derrière, les community managers sont en capacité de reprendre ça. Ça, moi, ça me paraît quelque chose d'énorme, de changement. Et il faut être en capacité de l'utiliser, pas que pour la com de crise d'ailleurs. Ça pourrait être une annonce qui est importante pour l'entreprise, stratégique pour l'entreprise. Pourquoi attendre le 20h ou le journal du lendemain? Même si je dois le reconnaître devant vous, on sait qu'il y a certains dirigeants par rapport au web, par rapport à ces sujets-là, qui sont peut-être encore justement sur de la presse écrite et qui ont un peu de mal à se dire « Ah, on peut faire ça en direct ?» Oui, c'est possible. Et du coup, on a demandé, mais alors, comment on peut être le plus utile pour vous, finalement? Et dans l'ordre, ça a été des pitchs pertinents, des connexions avec des experts et de la data. Sur la pertinence des pitchs, alors, soit vous êtes très dur avec nous, soit on cible vraiment très mal, ou un petit mix des deux, mais les 3 quarts d'entre vous nous disent que justement les 3 quarts des communiqués de presse qu'ils reçoivent
ne sont pas pertinents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est même pire, et je dirais pour les entreprises qui non. Ah si, et les entreprises qui font de la RSE, un sujet que je connais bien, ils font beaucoup de communication sur la RSE. Moi, je suis obligé de supprimer des milliers de messages, des milliers. Je dis bien des milliers. Hein, et je fais ça quand il fait gris comme ça et que c'est un peu plus calme, que l'actualité est un peu plus calme. Mais je me dis, bah voilà, si vous faites de la RSE, que vous faites des choses qui sont bonnes pour l'environnement, bah, évitez d'envoyer des messages qui ne sont pas dédiés, des messages qui ne sont pas ciblés. Alors peut-être on peut apprendre beaucoup de choses, mais ce seul fait-là de stocker ces messages sur son compte, bah non, donc je pensais que ça s'améliorerait. Et il y a encore trop de messages qui ne sont pas ciblés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que fait le média. Ah, vous êtes en ligne. Ah, moi, on me propose des articles. Alors, bah non, désolé, je fais de la vidéo depuis 15 ans. Donc, celui ou celle qui regarde le site, il se dit, OK, on voit, il est là, il fait... Et donc, on devrait être beaucoup plus ciblé. Et sur les thématiques, c'est pareil. Interview de dirigeants, bah non, on doit être en capacité. Et je trouve qu'on en reçoit encore peut-être plus qu'avant. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement, alors peut-être Cision aussi peut je vous dirais quelque chose, on y travaille. Voilà, parce que effectivement, le sujet planète, il est peut-être anecdotique, mais ça prend du temps. Et on parlait, Florence, on disait, bah non, on n'a pas trop de temps. Si c'est ciblé, et bah très bien, on réagit, on dit oui, non, ça m'intéresse pas, mais c'est simple. Mais là, il y en a beaucoup trop qui sont pas ciblés. Il n'y a rien de tel qui nous agace le plus que le communicant qui va nous appeler ou qui va nous envoyer un communiqué sans avoir vu l'émission, notre émission, sans connaître la grille de la chaîne. Voilà. Donc en fait, oui, il faut cibler. Alors ça demande peut-être plus de boulot, mais encore une fois, il faut se mettre dans l'univers de l'autre. Hein, pas parler de soi, mais parler pour. Et recevoir un communiqué de presse par mail, c'est quand même... ça marche toujours. Mais ça marche, bien sûr qu'on attend des communiqués, mais il faut que ces communiqués soient ciblés. Voilà, qui répondent à nos besoins. Et vous, c'est les 3/4 aussi? Vous jugez que c'est à peu près ça, la proportion? La plupart, oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, la plupart. C'est très très rare d'avoir un communiqué ciblé. Souvent, le communicant, il ne connaît pas l'émission. Il faut, comment vous dire, il y a plusieurs. Alors, une chaîne info, ok, c'est de l'information en continu. Mais il y a des tranches qui sont différentes. La tranche du matin, dans une chaîne d'information, il y aura plus de sujets magazines, y compris en cas de forte actu. Moi, je me souviens, j'avais une amie attachée de presse, pourtant c'était une bonne copine, pourtant ça faisait des années qu'elle était dans le métier, et je crois que c'était, je sais plus, il y avait une grosse actu, style les Gilets jaunes, ou encore des manifestations contre, je sais pas, peut-être la réforme des retraites, enfin il y avait une grosse actu. Et puis il y avait le salon de l'agriculture. Et elle me dit, écoute, puisqu'elle voulait elle défendait, elle avait comme client des céréaliers, elle m'appelle, elle me dit, demain, je te fais livrer du pain dans ton émission. Je dis, qu'est-ce que tu vas me faire livrer du pain dans mon émission ? Elle me dit, bah oui, tu comprends, c'est sympa pour parler du salon de l'agriculture. Je dis, est-ce que tu as regardé mon émission ? Moi, je fais le 10h, 13h, je suis sur de l'info pure. Donc je pense que c'était les Gilets jaunes, donc je vais être à 100% sur les Gilets jaunes. Je dis, en revanche, je suis sympa, je te donne les coordonnées du rédac chef du matin, la tranche matinale qui fait 6h, 10h, où là, il gardait encore des sujets magazines. Mais ça agace. Vous voyez, il faut quand même, c'est un minimum avant de contacter un journaliste, que ce soit au téléphone, que ce soit par communiqué, de savoir ce qu'il fait. Étienne, sinon, c'est direct. Alors avant, on disait le classement vertical dans la poubelle. Maintenant, ça va être direct. On va faire delete. Étienne, vous qui avez été des deux côtés, du coup, maintenant que vous êtes côté journaliste, est-ce que vous partagez ces 3/4 qui ne sont pas pertinents et ça vous fait quoi Ouais. Alors évidemment, on reçoit plein de contenus, plein de communiqués qui ne sont pas forcément mal écrits, mais qui tombent un peu à côté. Après, moi, je ne peux pas tellement vous en vouloir, parce que j'avoue l'avoir fait. La technique du chalut, sur un malentendu, ça peut passer. Souvent, ça passe pas, mais je peux comprendre aussi s'il y a moyen de gratter une retombée à droite, à gauche, de manière inopinée, bah, ça se prend. Donc je vous en veux pas. Mais moi, ce que je préconise quand même, et ce que j'aurais pu mieux faire d'ailleurs quand j'étais communicant, c'est vraiment de faire une liste ultra stratégique et assez short de journalistes vraiment cibles avec lesquels on peut essayer de nouer une relation professionnelle sympathique. Et puis, ces gens-là, s'ils ne prennent pas le sujet, ils peuvent aussi être des relais au sein des rédactions. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec des gens avec lesquels je suis allé boire des cafés professionnels. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est le plus efficace parce que ça crée une relation. Je peux moi-même relayer. Puis,
le communicant me fait confiance, donc possiblement des études sous embargo, ça on peut, avec nos problématiques de délai, du coup planifier. Voilà, je pense que tout le monde a un peu à y gagner dans l'organisation du travail, mais oui, je peux comprendre, même si je sais que ça a un impact écologique, je crois, d'envoyer des flopées de mails conséquentes, mais je peux comprendre, bon, on fait le tri. Sachez juste que moi, je me suis posé la question, quels sont les mails que je lis? Et ceux qui commencent par « Bonjour Étienne », en vrai, je les lis parce que je me demande si peut-être qu'on se connaît. En fait, non. Mais donc voilà, je sais pas si c'est possible d'automatiser ça, mais si vous y arrivez... Je vous montrerai Cision, ça c'est à cause de nous. Parfois, la fausse connivence peut agacer aussi. Oui, Voilà, c'est bonjour Florence, alors qu'on se connaît pas. Bon, alors j'aime pas non plus le bonjour madame, mais bon, vous voyez, c'est parce qu'on prend 10 ans, mais bon, on a pas envie. Mais oui, voilà, faut le bon dosage. Mais ce qui va compter plus que le bonjour, etc., c'est l'info. Et encore une fois, une info qui va accrocher, travailler les accroches. Ça peut être un chiffre, ça peut être une analogie, ça peut être, vous voyez, mais il faut travailler l'accroche. Il faut vraiment que ça me saute aux yeux et que j'ai envie d'aller plus loin. Et que j'ai envie de regarder parce que ça m'a interpellé. Je pense que c'est ça, en fait. C'est pareil pour un article. Mettez-nous, faites-nous des communiqués de presse comme on rédige nos articles, quelque part. Un dernier conseil, Didier, parce qu'on va bientôt... Je vais rajouter juste, par exemple, une société que je ne citerai pas, mais qui envoie des propositions d'interviews sur un secteur, l'immobilier, donc intéressant, où potentiellement je pourrais très bien faire quelque chose, j'en ai fait, des interviews sur ce secteur-là, et puis qui, au moment, on dit, OK, on peut tel jour, telle heure avec le dirigeant, et qui, en fait, il n'y a jamais de disponibilité. Donc, envoyer un communiqué proposé, non. Dans ce cas-là, on propose un dirigeant qui va être... Et donc, à un moment donné, on disait la même chose, on se lasse et on dit, non, c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Et c'est ce que je vais dire bientôt à la société. Ce n'est pas la peine de m'envoyer le message. Il n'est jamais disponible. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais vous laisser la place peut-être à quelques questions si Guillaume m'en donne le droit. Donc je ne sais pas si vous avez des questions directement pour nos invités. Je voulais aussi vous dire que, parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent l'une des solutions Cision pour envoyer des communiqués de presse aux journalistes, nous on est assez convaincus aussi que l'IA va nous aider tous à aller plus vite et à mettre de la valeur dans ce que nous ont dit nos invités, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire bien travailler l'accroche, travailler peut-être sur du multimédia, tous ces conseils, et on réfléchit, c'est pas on réfléchit, c'est normalement ça devrait sortir vite, de vous proposer des fichiers journalistes assez courts en téléchargeant votre CP en fait, et nous on vous propose par rapport à tout ce que le journaliste a écrit précédemment de voir ce qui matche le plus. Ça ne reste que de l'IA, mais c'est au moins pour vous avancer. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué et qui est important pour moi, il faut aussi que vous soyez force de proposition. Donc, faites un calendrier de l'actualité prévisible. Nous, on a ça sur l'AFP, etc. Et en fonction de ça, proposez-nous des sujets, proposez-nous des experts. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir, il faut aussi savoir que dans les chaînes info, par exemple, c'est une tannée de trouver des invités. C'est difficile parce qu'il faut des chaînes qui émettent en direct 20h sur 24, et qui s'alimentent des sujets aussi, mais avec beaucoup d'invités. Là, vous avez une carte à jouer en étant force de proposition pour essayer un peu de renouveler notre panel d'invités. Et si vous rebondissez sur une actualité pour proposer quelqu'un, ça va faciliter aussi la vie des journalistes et la vie de ces fameux producteurs, ces programmateurs qui dont le boulot, qui sont des journalistes, mais dont le boulot est de chercher des invités toute la journée. Bon conseil. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour terminer ? Bonjour, merci beaucoup. Mais je vais rebondir sur la dernière chose que vous avez dite et sur le sujet de la data. Moi, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas besoin que nous, on vous dise ça marche, ça marche pas, c'est une évidence. À l'inverse, nous, c'est quelque chose qui est ultra intéressant pour nous. Parce que moi, je personnalise énormément l'info que je vous donne et j'essaie toujours de m'adapter à vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. En revanche, j'aime bien savoir aussi derrière, est-ce que ça a marché ? Est-ce que finalement, vos auditeurs, vos lecteurs, ils ont apprécié ce sujet ? J'ai un exemple. À la rentrée, moi je suis le responsable des relations presse du groupe Clariane. On a beaucoup de cliniques, et notamment des cliniques de santé mentale. La santé mentale a été déclarée grande cause nationale cette année.
Et à la rentrée, on a pas mal de nos experts qui nous ont alertés, parce qu'on a aussi des cliniques de santé mentale pour les adolescents, sur l'angoisse de la rentrée scolaire et comment accompagner les jeunes, etc. Donc c'est un très beau sujet que j'ai proposé à plusieurs médias qui l'ont pris, parce que pour le coup ça les a vachement intéressés. J'ai bataillé pour savoir si l'article derrière avait marché. Alors, avec les pure players, Tir Brut, Néo, etc., c'est super simple parce qu'en fait, on voit l'engagement tout de suite. À l'inverse, sur un presse écrite, le site, l'article, vous pouvez savoir s'il y a eu un taux de clic intéressant, taux de rebond, etc. Donc ça peut être intéressant aussi pour nous, ça marche dans les deux sens. Est-ce que, par exemple, c'est plutôt pour Étienne Ouvrier, comment on peut aujourd'hui, nous, aller chercher de la data sur les sujets qui ont marché pour vous, etc. Eh ben, nous, alors, on a l'outil pour voir combien de clics, combien de temps sont restés les gens. C'est quelque chose qu'on n'a pas pour habitude de donner, parce que ça fait du travail en plus, puis c'est aussi un peu de la popote interne. Forcément, j'imagine que vous, pareillement, moi en tant que journaliste, peut-être que si je vous pose des questions sur vraiment, au sein de vos cliniques, quel public, il y a aussi des choses que vous ne donnerez pas, parce que c'est de la mécanique interne. Donc c'est vrai que nous, c'est compliqué, on ne va pas tellement être, pour nous, fournisseurs de data. Après, je sais qu'il y a certains sites, il y a marqué parfois le nombre de vues. Vous pouvez aussi le mesurer peut-être au nombre de partages sur les réseaux sociaux, les commentaires, voilà, c'est peut-être des outils, mais c'est vrai que nous, on ne pourra pas tellement vous fournir tout ça, je crois. Merci. Une autre question? Oui, monsieur. Bonjour, merci pour vos informations très intéressantes. C'est une remarque par rapport au communiqué de presse que je voudrais faire. Que je trouve que ce que vous avez apporté est très pertinent et ça résonne beaucoup avec notre quotidien côté conseil. Il faut se dire aussi que nos clients ont encore aujourd'hui un réflexe communiqué de presse en 2024 qui est très très fort et c'est ce qui, je pense, outre parfois un ciblage qui n'est pas très bien fait, et ça c'est de notre côté conseil, une amélioration toujours à faire, mais une grande partie des communiqués non pertinents que vous recevez sont en fait des communiqués qui n'auraient jamais dû être écrits parce que ce n'est pas de l'info, parce que ce n'est pas intéressant. Et là, il y a un gros travail de pédagogie de notre part, mais aussi de votre part à faire lorsque vous avez des contacts avec des chefs d'entreprise, de leur dire ça clairement, ça mérite pas un communiqué de presse. Et on a beaucoup de dirigeants qui sont en mode « Ah ça, on vient de faire ça, je veux mon communiqué de presse ». C'est encore quelque chose côté conseil contre lequel on lutte beaucoup. Oui, on pourrait presque dire que c'est un travail commun. C'est un travail commun. Côté, effectivement, si on remet par rapport au ciblage ou par rapport à tous les styles de communiquer, je pense par exemple aux startups qui sont très à la mode en France avec la Startup Nation. Bon, il y a peut-être des médias qui vont en parler tous les jours. Moi, je suis obligé de répondre que je fais plutôt des patrons de PME de TI, j'ai pas le temps sur les startups, et elles sont très belles, elles sont très sympathiques, elles sont très jolies. Il y a peut-être des licornes, futures licornes, mais effectivement, et vous ajoutez inscription sur des newsletters. Et là, vous êtes obligé de vous désabonner, donc systématiquement des newsletters. Vous êtes mis sur des tas de newsletters, pareil. Donc ça ajoute aux communiqués qui sont pas adaptés, mais effectivement sur le côté info hyper importante du point de vue du chef d'entreprise ou de l'entreprise et par rapport à, il y a des sujets, effectivement, je dis non, c'est trop technique, c'est trop ciblé ou trop technique, je veux dire plutôt trop technique. Ça ne concerne pas assez loin. Moi, je serais plus, par exemple, dans ma partie sur la stratégie. Je vais dire, si c'est la stratégie, parce qu'on parlait de l'IA ou de certaines de cybersécurité, de un certain nombre de sujets, oui, souveraineté, je vais en parler. Après, il faudra peut-être expliquer au patron en question qu'il n'aura peut-être pas le 20h de TF1, qu'il n'aura peut-être pas le Figaro, qu'il n'aura peut-être pas Le Monde, ou alors les journaux du groupe EBRA, qu'il n'aura peut-être pas BFM TV, mais qui peut peut-être intéresser la presse professionnelle. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation, entre guillemets, de votre part, de notre part aussi, à faire, c'est de leur dire, votre sujet, il intéressera, mais s'il y a une actualité. Donc le communiqué, on pourra peut-être vous faire un communiqué, mais on va attendre qu'il y ait une actualité dans laquelle on pourra l'insérer plus facilement pour que ça intéresse le journaliste. Peut-être juste un mot pour revenir aussi sur les questions des audiences. Moi, ce qui m'étonne, parce que ça fait, donc, la Bourse de la Vie, ça fait 15 ans que ça existe, plus de 15 ans que ça existe, et donc, le nom de domaine, il a 25 ans cette année. Donc pour Google, tout ce que je peux publier sur la Bourse de la Vie, c'est fiable, c'est du contenu premium, et en fait, c'est référencé en première page Google. L'interview, vous regardez le patron, le CCF, qui est une marque qui est à nouveau française, qui à nouveau, il y a eu des sujets. Le patron de le directeur général, il y a son profil LinkedIn. La deuxième news, c'est la vidéo sur la Bourse et la Vie. Donc, ce côté aussi, est-ce qu'on parlait des news, elles vont où, elles sont comment, est-ce qu'elles vont être on parlait de YouTube tout à l'heure, il y a des milliards de vidéos, il y en a je ne sais pas combien tous les jours.
Donc ça disparaît très très vite, ce qui est un peu le propre aussi des chaînes d'infos, c'est-à-dire que vous faites des petites séquences qui vont vite disparaître, mais qu'est-ce qu'on fait tous les uns et les autres dans nos métiers? On googleise, hein, c'est presque, je ne sais pas si ça a été reconnu par... C'est vrai qu'il faut qu'on valorise plus et donc, aussi ce qui est-ce est que dans ça le digital. apparaît, est-ce que ça apparaît encore? Est-ce que ça va apparaître? Et je vais vous donner une anecdote pour les communicants. Il y a une chef économiste d'une société qui, une fois, était embêtée, m'a appelé en disant « Ah, mais Didier, je suis embêté parce que j'ai une photo de l'interview de 2010 qui apparaît sur les réseaux sociaux, et mes photos sont très bien référencées aussi par Google, mais j'ai une petite mèche là qui sort, et alors les copines, elles trouvent que c'est pas... Et je vais changer de coiffeur. Donc, est-ce que vous pourriez supprimer la vidéo? Et je lui ai dit, de toute façon, même si je la supprime, il y a le cache, pour les spécialistes de l'Internet, il y a quand même du cache, donc ça resterait. Et je lui ai dit, je suis désolé, il faudrait à la limite en faire d'autres où cette partie-là est parfaite. Mais voilà, et ce sujet-là, pour moi, il est fondamental. C'est-à-dire, dans la news que vous avez partagée, si elle est importante pour l'entreprise, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'elle sera là? Mais je pense que ça va mieux, effectivement, parce que moi, il y a plusieurs années, on jurait que par le papier, voilà, s'il y avait un article sur le papier, c'était bien, si c'était sur le web, c'était moins bien. Et il me semble que déjà, ça évolue un petit peu et qu'ils ont compris qu'il y avait quand même aussi de l'intérêt à avoir du web sur le côté, ça reste et tout. Je vais prendre une dernière question. Et merci d'avoir patienté. Et puis après, on va clore ce débat. Allez-y, n'hésitez pas à vous présenter. Oui, c'était Marina pour la Massif, responsable relations presse également. C'était également pour rebondir un peu sur ce débat-là des communicants. Bien évidemment, on essaye au mieux de cibler. On sait que c'est pas toujours facile de le faire. Donc on s'en excuse parce que voilà, le but c'est quand même qu'on travaille avec vous. Hein. Nous, le but c'est d'avoir de la retombée. Donc on travaille vraiment dans cette optique-là. En revanche, ce qui peut nous aider grandement, parce qu'on fait énormément de pédagogie en interne, vous vous doutez bien que la première pédagogie qui est compliquée pour nous, c'est de différencier l'actualité de l'entreprise versus l'actualité générale. Voilà, donc en permanence, on remet notre actualité dans l'actualité générale pour montrer si oui ou non c'est une actualité qui peut passer ou pas. Et effectivement, on fait encore beaucoup de pédagogie là-dessus, sur les anniversaires des marques, sur voilà, qui ne sont pas forcément de l'actualité, qui sont considérés pour les dirigeants comme de l'actualité. Le communiqué de presse, on en bloque pas mal aussi, qui ne partent pas, et on en a encore trop qui partent sur de l'actualité. Mais par contre, effectivement, ce qui nous aide aussi, je vous le dis, on a des journalistes qui de temps en temps font des petits posts sur les bonnes pratiques et qui sont vus par nos dirigeants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Et on a quelques journalistes qui l'ont fait, un journaliste du Parisien qui l'a fait récemment, en mettant juste petite piqûre de rappel, ce que moi j'attends des communicants, c'est ça, et on sait que ces postes-là sont aussi vus par nos dirigeants, et donc c'est vrai que quand la pédagogie se fait en interne par nous et en externe par vous, elle est beaucoup plus forte, et donc du coup voilà, si de temps en temps un petit post sur les bonnes pratiques, ce sera vu également par nos dirigeants. Merci. Je vais juste répondre sur un sujet par rapport à ça. C'est moi, ce qui m'étonne après autant d'années, c'est que par exemple sur une interview d'un dirigeant, que j'ai encore des communicants ou communicantes qui me disent oui, Didier, ça va être quoi les questions? Ça, c'est bon. Ça devrait être terminé. C'est-à-dire que non, on est dans les conditions du direct, comme ce que je faisais sur Bloomberg Télévision, ce que je fais pour la Bourse et la Vie, c'est le dirigeant, il vient. Là, pour vous donner, au mois de janvier, je vais peut-être en rencontrer une vingtaine sur une journée et demie. Ils vont venir, ils vont s'enchaîner dans le studio, 8-9 minutes, merci, au revoir. Et donc, et ça m'étonne encore comme dans les questions, parce que voilà, je pense qu'il faut qu'on évolue là-dessus. Et j'ai été communicant, donc j'ai préparé mon directeur général à la presse. C'est le boulot du communicant, de la communicante, de préparer, dire ce journaliste il est comme ça, il pose ses questions comme ça. Puis en plus, moi, tout ce que j'ai fait est public, donc c'est bon, on peut voir comment je fais mes interviews. Après, il faut s'y préparer, mais ça m'étonne encore. Et juste pour rebondir sur ça, effectivement, connaître les questions, que ce soit pour la télé ou la presse écrite, franchement, ça peut juste irriter. À la limite, on peut demander les thématiques, mais vous pourrez les imaginer à l'avance. Et aussi, quelque chose pour la presse écrite, parfois, il y en a qui demandent une relecture. Et en fait, on ne fait pas ça. Alors, on peut le faire parfois. C'est au niveau président de la République, Matignon, quand il y a un Premier ministre, et ministériel, parce que là, effectivement, on engage la parole de la France, donc c'est dealé déjà, c'est normal, mais on ne changera pas non plus le contenu. En revanche, là où il y a une marge de manœuvre, c'est si on cite des chiffres, une évolution, quelque chose. Là, oui, effectivement, on a tout le monde à y gagner, en fait, à pas se louper sur le chiffre. Mais voilà, la relecture, en fait,
je ne sais pas s'il y en a qui acceptent, peut-être que parfois ça tombe, vous y arrivez, mais sinon je pense que ça peut plutôt... Ça agace énervé. aussi, Ouais. ça. Je pense Ouais, que la ça- confusion, c'est que c'est encore beaucoup fait dans la presse professionnelle. Voilà, où ils donnent leurs questions, il faut relire leurs articles, etc. Mais c'est vrai que dans la presse généraliste, non. Alors, en presse écrite, on peut demander la relecture de ce qui va être dit, entre guillemets. Ce qu'on fait lire à une personne, entre guillemets, ça, oui. Non, mais sinon, voilà. Et pareil, on peut demander les thématiques, mais pas les questions. Ça va plus mettre le journaliste dans de mauvaises dispositions qu'autre chose. De toute façon, il ne les donnera pas. Oui. Oui. Voilà. Oui, il se fera un malin plaisir d'en poser D'en d'autres. poser des plus compliqués, du coup. C'est ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ce débat touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est vraiment content de vous voir si nombreux. Moi, je sais toujours que c'est un sujet, les RP et les journalistes, qui me passionnent. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, d'avoir partagé votre expertise. Et puis à bientôt. Au revoir.